Bonsoir à tous, Bonsoir. bienvenue à la place. Du coup, je suis ravi ce soir de faire cet événement-là avec mon ami Robin. Donc voilà, c'est un premier événement qu'on fait ensemble. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la place, qu'est-ce que c'est? Nous sommes du coup un lieu d'acculturation d'information situé ici au Palais Brognard. En moyenne, nous organisons entre 3 et 4 événements par mois de notre côté, mais nous travaillons également avec pas mal d'incubateurs accélérateurs tels que HEC, Télécom Paris, le Village d'ICA, et j'en sais pas d'autres, avec qui nous travaillons pour faire notamment des hackathons et des FinTech Labs. Si jamais il y a des entrepreneurs également parmi vous, nous organisons actuellement un FinTech Lab avec un appel à projet pour le 23 et 24 avril. Donc ceux qui veulent participer, c'est gratuit. C'est financé du coup par nos partenaires Crédit Agricole, Capgemini et BPI France. C'est un vie ma vie de start-upper où en fait l'idée c'est de traquer un point que vous avez une problématique pour notamment faire avancer votre start-up. Voilà, voilà, ça c'est un point à ce niveau-là que je voulais rapidement aborder. Je laisse du coup la parole à Robin pour présenter la table ronde de ce soir ainsi que la keynote par la suite. Bonsoir à tous, Robin Varla, je serai votre hôte pour cette soirée et le modérateur de la table ronde. J'organise au mois d'octobre le plus grand salon, la plus grande conférence RWA Reward Assets Tokenisation en Suisse, donc vous êtes tous les bienvenus. Et ce soir, on va parler ETF Bitcoin et on va essayer de comprendre avec 4 experts renommés quelles sont les dynamiques de marché, quel impact l'arrivée des ETF ont eu sur le marché depuis le 10 janvier et essayer de comprendre où on est et où on va sur le Bitcoin. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Marina Baudéan, Cyril Sabag, Franck Devigne et Samy à cette belle table ronde. Donc, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus ce soir, que ce soit le public ou alors nos intervenants. Est-ce que vous, alors j'ai une première question pour nos intervenants. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour que le public sache mieux qui vous êtes? Merci. Donc Marina Baudéan, je suis responsable France-Belgique-Luxembourg pour l'émetteur de TP Crypto. Ah, ça c'est mieux là? Ouais, ok. Pardon. Donc Marina Baudéan, je suis responsable France, Belgique et Luxembourg pour 21 Shares, un émetteur de TP Crypto, donc des produits cotés en bourse, réglementés avec un sous-jacent crypto qui permet donc l'exposition au crypto sans avoir à toucher l'actif sous-jacent. J'ai rejoint 21 Shares il y a bientôt 2 ans et avant ça, j'ai une vingtaine d'années dans la finance traditionnelle, les marchés fixed income. Bonsoir, Franck Devigne, je suis founding partner de True Global Ventures, qui est un fonds de capital risque basé à Singapour, qui a la particularité d'être constitué par des serial entrepreneurs, des entrepreneurs aussi, qui investissent dans d'autres serial entrepreneurs, dans deux vitesses d'investissement blockchain et AI, et notamment on est plutôt focalisé sur le late stage, donc des entreprises qui sont déjà plutôt matures à partir de la série B, et on les prépare jusqu'à l'IPO en accompagnant ces entreprises. Donc nous, ici, la perspective que je peux amener sur la discussion, c'est plutôt une perspective d'investisseurs dans des sociétés qui vendent des pelles et des pioches autour de la blockchain et notamment des cryptos. Bonsoir, Samy Bouznad. Donc moi je suis investisseur depuis une dizaine d'années dans les cryptos et j'ai lancé une société qui s'appelle Winvest. Ce qu'on fait chez Winvest, c'est de l'investissement. Alors je ne sais pas voilà, si ça fonctionne comme ça. Donc voilà, parfait, j'allais présenter Winvest. Donc on est une société qui fait de l'investissement actif dans les cryptos sous forme de mandat de gestion. Donc très concrètement, on permet à des investisseurs particuliers ou entreprises d'investir dans les cryptos, et nous on investit directement dans le sous-jacent pour le coup, donc le spot. Donc on va directement acheter Bitcoin ou un certain nombre d'altcoins
et s'exposer ou se désexposer finalement en fonction des cibles de marché. Alors, je suis Cyril Sabag, je suis managing director chez Millennium Capital, une société de gestion régulée par l'AMF, qui a lancé il y a quelques années un ETF sur le Bitcoin, un ETF UCITS, un OPCVM, on pourra en parler tout à l'heure. J'ai une carrière dans la finance traditionnelle, j'ai été trader de produits dérivés, pas mal d'entités, et j'ai aussi travaillé dans l'asset management et le wealth management. À côté de l'entité Millennium Capital, je suis aussi le président d'une autre entité qui s'appelle Millennium Digital, spécialisée sur l'écosystème Bitcoin. Ça se passe aujourd'hui, plutôt sur la partie web. Merci beaucoup. Donc, vous avez des profils assez différents et je dirais complémentaires pour apporter des points de vue qui nous éclairent un petit peu plus sur ce que sont les ETF et leur impact sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, première question, qu'est-ce qu'un ETF? Quelle différence avec les ETP, les ETN, les ETC? Tous ces acronymes, on s'y perd un peu. Je lance. Ok, allez, on y va. Donc, tous ces acronymes, effectivement, si on se place en Europe, on va avoir sous cette enveloppe des trois différents types de produits, des ETF, des ETC, des ETN. Les ETF sont donc appropriés pour des fonds UCITS et sont gérés par la UCITS Directive. Donc, du coup, vous pouvez les retrouver dans un nombre, pas mal de fonds en fait disponibles en Europe. Les ETN, les Exchange Traded Notes, donc tous ces produits sont des produits listés en bourse, hein. C'est des produits cotés en bourse. Les ETN vont être, comme on a dit, des Exchange Traded Notes, et après il va y avoir les ETC, Exchange Traded Commodities. Donc là, il va y avoir le sous-jacent mis en collatéral, et du coup, ça va permettre quoi? Ça permet une exposition au collatéral. Et les ETC, comparativement à un ETF qui va être un fonds, les ETC sont des produits de dette. Et le collatéral est mis en garantie pour les investisseurs en cas de défaut de l'émetteur. 21 Shares est une société basée en Suisse, donc tous ces acronymes-là, évidemment, nous ne les avons pas en Suisse, c'est tout simplement des ETP. Ils ont tout mis dans la même structure, et donc du coup, on émet des produits. Si on les rapportait en Europe, on aurait des ETC. Donc en fait, ce sont des produits de dette émis par un SPV, un Special Purpose Vehicle. Okay. Le collatéral, donc les bitcoins, les Ethereum, tous les coins qui vont être dans le produit sont mis en cold storage et en garantie pour les investisseurs en cas de défaut de l'émetteur. Et puis après, il y a les ETF US, ceux qui font du bruit depuis le début d'année, où là, effectivement, on parle plus, ce sont là, par contre, des fonds. Et aux États-Unis, ils ne parlent que d'une chose, d'ETF. Ils sont beaucoup plus laxistes sur tous les types de produits qu'on peut avoir dans un portefeuille. Et je pense que Cyril va avoir un avis. Oui, en fait, la réglementation européenne est beaucoup plus conservatrice que la réglementation américaine. Les Américains appellent ETF tout ce qu'on appelle ETF, ETN et ETC en Europe. Pourquoi cette distinction? En Europe, pour protéger l'investisseur, et c'est la raison pour laquelle les ETF en Europe sont éligibles à Assurance Vie Française, par exemple, mais pas les ETC et les ETN, on a des contraintes fortes. Par exemple, il faut uniquement investir sur des actifs régulés. Et il faut aussi, on a une autre contrainte de diversification. Donc, souvent on me pose la question, un ETF spot Bitcoin ne pourrait pas exister en Europe sous cette appellation. Pourquoi? Parce que Bitcoin n'est pas régulé, et par définition, il n'y a pas de diversification puisqu'il n'y a qu'un actif. En revanche, aux États-Unis, et c'est la raison pour laquelle ça fait autant de bruit, c'est qu'un ETF spot Bitcoin est éligible partout. Les Américains peuvent mettre cet ETF spot Bitcoin, en particulier celui de BlackRock, qui a le plus de succès, dans leur assurance vie et dans n'importe quelle enveloppe dans laquelle ils ont en général leur titre. Oui, non, juste un petit. Enfin, Robin a capté mon petit tic quand on dit que l'ETF BlackRock a le plus de succès. Ça reste BlackRock derrière, donc effectivement, ça draine, ne serait-ce qu'avec le nom, pas mal.
Mais bon, en deuxième arrive Fidelity et en troisième 21 Shares. Donc plus après une pléiade de nouveaux entrants, aussi bien traditionnels que de crypto-native. Donc c'est vraiment un produit et un marché, on va dire, qui enfin où il y a enfin la possibilité de pouvoir traiter des produits crypto dans une sorte de cadre réglementé en fait. Et d'où cet attrait. Donc si je comprends bien, ces nouveaux produits, ils permettent peut-être à certains acteurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, d'accéder à un sous-jacent qui serait le Bitcoin, enfin, qui est le Bitcoin, et dans un cadre qui contrôle mieux au niveau comptable, juridique et financier, c'est ça? Tout à fait. En fait, les produits sont des produits listés en bourse, donc vous allez sur votre broker en ligne, si vous ne voulez pas aller à votre agence, parce que la plupart vont aller en ligne. Du coup, vous allez choisir le code ISIN qui vous intéresse ou le ticker du produit. Vous allez voir la cotation en bourse. Donc effectivement, ce sont des produits complètement transparents. Ce sont des produits où effectivement il y a derrière une liquidité fournie par des teneurs de marché qui sont derrière, parce que ce sont des produits listés en bourse. Et ensuite, vous allez pouvoir, une fois que vous avez traité, ça vient directement dans votre portefeuille. Vous pouvez voir directement ce que vous avez acheté et surtout à la fin de l'année, vous allez recevoir de la part de votre broker exactement en termes de ce qui est à déclarer, juste une case à remplir, avec un chiffre à remplir. Donc, et tout ça se fait effectivement dans un cadre totalement réglementé. D'accord, donc une certaine simplification peut-être pour les personnes qui ne veulent pas avoir du Bitcoin directement, garder une phrase avec 12 mots cachés dans un endroit secret. Alors d'ailleurs, pardon, je t'interromps. J'ai une petite question pour l'audience. Combien d'entre vous ont investi directement dans les cryptos? Combien d'entre vous ont des ETF ou des ETP ou des ETC? Ok. Alors, effectivement, pour la petite histoire, 21 Shares a vu le jour il y a 5 ans parce que la maman de notre cofondatrice voulait investir dans les bitcoins. Elle a une de ses amies qui lui en avait parlé, et donc du coup, elle a quand même elle a lu le livre blanc du bitcoin. Elle a trouvé ça super intéressant et elle a dit à sa fille: ah, tu t'as entendu parler du bitcoin, c'est vachement bien, hein. Et bref. Du coup, gros souci, elle ne voulait pas aller sur une bourse, sur un exchange crypto. Elle ne voulait pas s'embêter avec une clé privée. Elle ne voulait pas cette responsabilité-là. Elle trouvait que c'était trop complexe. Personnellement, pour avoir fait la démarche, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce secteur d'activité, je dois dire que pour une velléité de vouloir démocratiser l'investissement et donner la possibilité d'accéder à de la richesse directement, c'est quand même un peu compliqué. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Alors, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans ces 2 dernières années au niveau des UI pour pouvoir traiter sur les exchanges, etc. Ça évolue, ça va continuer d'évoluer, c'est très bien. Mais pour certaines personnes, et là je pense à ma maman en particulier, c'est compliqué et ça reste compliqué. Donc du coup, ils ont réfléchi à est-ce que ce type de produit existe déjà dans la finance traditionnelle? Et la réponse était oui, ça s'appelle des trackers, tout simplement. Et du coup, ils ont fait un peu le tour de tous les exchanges à travers le monde pour enfin arriver en Suisse et avoir l'aval des autorités financières suisses qui avaient déjà un cadre réglementaire déjà en place et également le Stock Exchange qui était prêt à lister ce type de produit. Et donc du coup c'est comme ça en fait que notre premier ETP a été lancé en novembre 2018. Juste pour ajouter un point, il faut avoir conscience qu'aux États-Unis, je dirais que 2/3 de l'épargne est détenue par ce qu'on appelle les boomers. Et donc ça reprend ce que vient de dire Marina. Les gens n'ont pas de réflexe, même si Coinbase est plutôt relativement simple, mais les autres comme Kraken, les autres plateformes, ou même la DeFi, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour cette génération.
Et du coup, ça explique mécaniquement le succès de ces ETF spot Bitcoin, sans parler du fait qu'on a, et ça rassure aussi les boomers ou les investisseurs de manière générale, des acteurs de premier plan, puisqu'on a le premier asset manager du monde, BlackRock en particulier, Fidelity, aussi 21 Shares, des noms qui sont connus, mais des noms aussi de la finance traditionnelle qui rassurent l'investisseur lambda. Dire que il y a deux sujets. Il y a un sujet, on amène une nouvelle classe d'actifs pour ces nouvelles populations. Et on leur permet facilement d'adopter cette nouvelle classe d'actifs. Et deuxième boom en termes de révolution, puisque c'est le thème de la table ronde, c'est que finalement c'est la SEC, c'est le régulateur qui donne une clarification qui, comme on le sait, à partir de ce moment-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de crypto-holders dans la salle, on pourrait faire une autre table ronde sur quel effet ça a sur ceux qui sont exposés directement. Mais là, dès qu'on est parti dans cette discussion, c'est le régulateur clarifie et donc l'adoption massive arrive avec différentes populations. Là. Ce qu'on n'avait pas vu en 2021, et ce qu'on commence à voir si on se considère dans un début de bull market, au-delà du prix, hein, le bull market c'est aussi les volumes, c'est une nouvelle classe d'investisseurs qui s'exposent directement ou indirectement, plutôt c'est des institutionnels qui font des produits pour des détenteurs et des investisseurs. Ils n'étaient pas là en 2021, ils sont là maintenant, et ils sont là même plus que nous, puisqu'il n'y a pas beaucoup de volume du côté du grand public. On voit pas de riches, des personnes aisées, riches, voulant s'exposer à du Bitcoin en direct, sur du spot. Aujourd'hui, dans le bull market tel qu'on le vit, en tout cas le début, peut-être ça viendra, mais c'est pas le même bull market que ce qu'il y avait en 2021. C'est un autre signe, il y a une autre lecture du marché. Pardon, mais si je rajoute un mot, c'est qu'en plus ce sont des flux qui ont l'air d'être réguliers. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui est de plus en plus forte parce qu'on est en train de déployer ces nouveaux produits et que ça c'est différent parce que vous le savez, l'émission de Bitcoin est finalement linéaire par palier et donc la pression acheteuse qui est en train de s'effectuer fait cette pression sur le prix et encore une fois la demande en plus, peut-être on en parlera plus tard, mais va diminuer avec le halving. Mais aujourd'hui, il y a une très forte pression acheteuse et finalement très peu d'émissions. Voilà, et si on regarde les stocks disponibles, par l'effet de cascade dont on va aussi parler, il n'y a pas, c'est ça qui tire le prix vers le haut. Ouais, et pour ajouter quelque chose, alors peut-être plus vu du point de vue de l'investisseur crypto dans le spot, l'avantage des ETF, c'est que ça élargit énormément la taille du gâteau. On voit, donc il y a des gens qui sont intéressés par le fait de détenir leur Bitcoin en direct, qui n'auront pas de problème à aller s'inscrire sur un échange, à passer un KYC, à sortir ses cryptos, à écrire sa petite phrase numérique, mais c'est vrai que d'un point de vue expérience utilisateur, c'est pas du tout la même chose que d'aller sur son compte Boursorama, d'acheter un ETF sur le SPX, d'acheter des actions totales. Donc voilà, donc il y a vraiment une complexité supplémentaire qui existe au fait de détenir la crypto en direct. Là où les ETF, effectivement, c'est des outils qui sont mainstream, qui sont vraiment dans les rails de la finance traditionnelle, et du coup qui élargissent ce marché. Et bon, on parlera peut-être un peu de ça après, on le voit dans les cours finalement aujourd'hui de Bitcoin aujourd'hui. En fait, ces produits-là, ils permettent d'amener énormément de volume, d'inflow, et ça fait monter du coup le cours de la crypto. Donc voilà, donc du point de vue de l'investisseur crypto plus traditionnel, les ETF c'est une très bonne chose parce que ça fait monter les prix. Alors, on a beaucoup parlé un peu des investisseurs particuliers, mais est-ce que vous pouvez détailler les catégories d'investisseurs institutionnels qui avant étaient peut-être pas encore dans le Bitcoin du fait de sa complexité, des complexités juridiques et comptables que cela posait, et qui depuis le 10 janvier
mettent dans leur allocation un pourcentage de Bitcoin. Donc, quel type d'acteur institutionnel? Moi, j'aurais tendance à dire Donc j'aurais tendance à dire qu'à aujourd'hui, on ne voit pas encore le flux institutionnel. Il n'est pas encore là. C'est principalement du retail qui traite en particulier aux États-Unis. L'institutionnel, on le retrouve plus en Europe. Pourquoi? Parce que ça fait déjà plus de 5 ans que ce type de produit existe. Aux États-Unis, en fait, le 10 janvier, donc oui, il y a eu les listings de faits sur les différentes bourses. Par contre, donc tout particulier pouvait se connecter à son compte de brokerage et le remplir, et le traiter. Par contre, il faut savoir que tous les institutionnels ont besoin de faire de la due diligence en interne. Il faut aussi que tous les différents produits soient validés auprès des différentes instances de leur côté. Et du coup, il y a un laps de temps, et je pense que ce laps de temps, on va commencer, là ça fait déjà 10 semaines, 10 11 semaines que les produits sont lancés. Donc on va commencer à avoir un petit peu de flux institutionnel qui va commencer à rentrer. Si en plus BlackRock a déjà un peu annoncé la couleur en disant qu'il voulait rentrer dans un de leurs plus gros fonds à ce moment-là, ça veut dire que tous les détenteurs, s'ils décident de mettre 3% de ce fonds-là en crypto, enfin dans leur produit ETF crypto, Bitcoin, là on va parler institutionnel. Oui, ça c'est clair. Je dirais que la visibilité pour l'instant, elle n'est pas très claire, justement sur le retail et la partie institutionnelle. Je pense que fin mars, normalement BlackRock donne des visibilités en fait à chaque trimestre. Donc là, dans quelques jours, on devrait avoir une vue un peu plus précise de la typologie d'investisseurs. Il y a un point qui est très clair, c'est que la force de distribution des très gros asset managers qui ont lancé leurs ETF, en particulier BlackRock, fait que normalement, ça va continuer à s'accélérer puisque dans leur portefeuille modèle, en fait BlackRock conseille ce qu'on appelle des CGP en France, ce qu'on appelle des Registered Investment Advisors aux États-Unis, conseille des allocations et maintenant place le Bitcoin à quelques pourcents dans le portefeuille. Donc on va dire entre 2 et 10% suivant l'agressivité de l'allocation. Donc mécaniquement, ces CGP qui vont reproduire l'allocation type de BlackRock vont mettre ces ETF. Donc il y a un flux qui risque de continuer à croître dans les prochains mois. J'ajouterais que les acteurs comme BlackRock ont une très grosse force marketing, parce que, alors typiquement, il y a un slide qui circule beaucoup, c'est un slide de BlackRock avec la comparaison sur 10 ans de différentes classes d'actifs, et avec finalement les retours annualisés de chacun de ces actifs. Et on voit dessus que sur les 10 dernières années, Bitcoin a rapporté 124%, si je ne me trompe pas, versus le SPX par exemple, donc le plus grand marché action au monde, qui a rapporté 13%. Ça, c'était des stats qui étaient déjà donnés depuis des années par les acteurs crypto, mais quand c'est les acteurs crypto qui mettent en avant ces stats, ça fait un peu faux. On se demande comment ils ont fait leurs calculs, etc. Là où, quand la slide sort avec une source BlackRock, c'est quelque chose qui pour justement ces IRA, ces CIF, comme on dirait en France, est très puissant d'un point de vue marketing et va vraiment aider à l'adoption des cryptos. Robin, pour préparer cette audience, tu nous as envoyé un lien que je trouve très utile. Je n'avais pas vraiment trouvé l'équivalent en dashboard avec quelques chiffres. Peut-être tu peux en partager certains. Si je peux poser des questions au modérateur, j'imagine. Mais au moins partage ce lien. Moi j'ai noté 250 000 bitcoins collectés, je crois. Donc, fait 17 milliards. Peut-être que tu vas détailler. Voilà. Et notamment, donc sur ces 250 000, c'est peu finalement par rapport aux 19 millions et demi, vous savez, sur lesquels ils sont en circulation. Enfin, il y a quand même un paquet dont on ne sait plus où ils sont. Mais par rapport aux 21 millions, on s'approche effectivement d'une collision entre une friction entre l'émission et la détention. C'est une market cap aujourd'hui Bitcoin d'un $1,3 milliard.
c'est-à-dire ça positionne dans le top 10 des market cap dans le monde, à peu près à la 8e position, comme ça. Donc, ça varie pas mal en ce moment. Avec une volatilité d'ailleurs qui est différente des 7 magnificentes qui sont autour. Mais voilà, ça commence à être au-dessus de Google, Microsoft, vous savez, est passé au-dessus d'Apple, Nvidia pas loin, Tesla, etc. Donc cette market cap, cette idée d'occuper comme une classe d'actifs, si vous voulez, me semble intéressante à comparer avec d'autres acteurs de la tech. Et c'est vrai qu'au niveau du lancement de ces ETF, alors je me retourne vers mes voisins qui sont plus spécialistes des ETF d'une façon générale que moi, mais ma compréhension, c'est le lancement le plus rapide d'ETF de l'histoire. Au sens, là on parle de 17 milliards, mais j'avais en tête 11, mais bon, je pense que ça dépend de comment on fait les calculs, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un lancement en grande pompe, et ça, voilà, faut le noter, je crois. C'est effectivement le meilleur lancement de l'histoire, que ce soit le premier ou le deuxième, BlackRock ou Fidelity. Aujourd'hui, BlackRock a plus de 15 milliards d'actifs sous gestion sur cette ETF. Fidelity a 8 milliards. Pour donner d'autres chiffres, le flux acheteur moyen depuis le lancement des ETF, c'est 220 millions de dollars par jour, ce qui correspond à peu près à 4000 bitcoins par jour. Or, il s'en produit, il s'en crée 900 par jour. Vous voyez l'écart. Voilà. Aujourd'hui, sachant que post-halving, ce sera 450. Donc là, pour le coup, il y a une vraie différence entre le flux acheteur et ce qui est disponible. Si on regarde uniquement le flux acheteur, parce que j'ai donné 220 millions en flux net, le flux acheteur est de 500 millions. En fait, on le sait, il y a un ETF qui baisse tous les jours en actif, c'est l'ETF de Grayscale. Pour d'autres raisons un peu techniques, il se trouve que c'était un trust qui a été transformé en ETF. Et lorsque ce trust existait, il cotait avec une décote par rapport au Bitcoin. Beaucoup de gens ont joué l'arbitrage en disant que justement, après l'approbation, ça allait devenir un ETF. Donc ce pourcentage s'est complètement réduit et les gens qui ont joué cet arbitrage, les hedge funds en particulier, ressortent. Et c'est pour ça que c'est le seul ETF avec des flux aussi négatifs. Donc sans compter Grayscale, on serait à 500 millions par jour. C'est juste colossal. Et encore, on voit bien qu'on n'a pas du tout touché le fond parce que si on prend le total d'encours sous gestion de BlackRock et qu'on leur alloue ne serait-ce que 1%, on est loin d'avoir 15 milliards dans le fonds Bitcoin. Donc il y a encore beaucoup à venir et oui, on n'en est vraiment qu'au début. On en est vraiment qu'au début. Oui, moi j'ai un mot à dire sur l'impact que ça a dans les sociétés dans lesquelles j'investis, qui encore une fois sont plutôt, moi j'investis pas directement dans des crypto actifs, mais plutôt dans des sociétés qui opèrent un certain nombre de services, dont je vais en citer 3. Sato, qui est une société qui est listée d'ailleurs au Canada, TSXV, et qui est un mineur sur l'énergie renouvelable installé sur un barrage. Voilà, et qui produit à peu près une quarantaine de bitcoins par mois. J'ai investi dans une société avec mes associés de True Global Venture qui s'appelle Coinhouse, que vous connaissez peut-être en France comme un des premiers acteurs ayant eu l'enregistrement PSAN et qui est aujourd'hui qui vit vraiment un boom en termes de transactions. Donc entre les transactions du mois d'octobre de l'année dernière et le mois de décembre, déjà les transactions ont doublé. Et puis, depuis janvier, en fait, il y a des all-time high aussi en termes de souscription, d'ouverture de compte, mais aussi de transactions. Et puis Ledger, qui est une société qui, comme vous le savez, propose de la sécurisation, des solutions de sécurisation et de transactions. Et donc là aussi, il y a pas mal de all-time high en termes de transactions sur la partie Ledger Live, mais aussi sur la partie hardware, sachant que Ledger a eu un go-to-market plutôt particulier qu'entreprise, qui pourrait être corrigé dans les mois à venir, mais
aussi un enthousiasme par rebond de toute une population qui s'équipe, qui transacte, voilà. Et donc c'est plutôt très positif et enthousiasmant pour ces sociétés-là qui vivent et qui dépendent d'une certaine manière de la Bitcoin industrie ou écosystème. C'est aussi bon pour les sociétés qui sont peut-être dans les altcoins ou dans d'autres projets, parce que ne serait-ce que leur trésorerie, ce sont des sociétés qui sont exposées directement par le biais de leur token ou autres à un panier de crypto dans leur trésorerie. Hein. Ce sont des sociétés qui ont aussi des fiat, hein, bien sûr, pour sécuriser, mais une partie, et donc ce sont des gens qui ont retrouvé du runway. Donc pas que de l'enthousiasme, mais c'est des gens qui ont passé leur trésorerie de 300 millions à 500 millions, et donc fatalement, ça fait plus de mois de runway avant d'atteindre la profitabilité. Donc c'est aussi positif pour tout un écosystème qui vit, et pas uniquement pour la partie institutionnelle de dire on a accès à une nouvelle classe d'actifs. Ça redonne du moral aux investisseurs. C'est clé le moral. La psychologie, en effet, la psychologie sur les marchés financiers, c'est en effet un élément clé qui conduit, qui pilote les cours, en plus des paramètres et des robots de trading haute fréquence. Alors Franck, tu parlais du lien que vous avez fait suivre pour suivre un petit peu, pour suivre même très précisément les flux entrants sur Bitcoin. Donc c'est je pense quelque chose que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est la page ETF Bitcoin de Dune Analytics qui vous précise jour par jour quels ont été les flux entrants sur les ETF Bitcoin, et les flux sortants évidemment, et qui vous dit, alors là c'est une information indirecte, que aujourd'hui 4,17% de l'offre de Bitcoin est achetable par ETF, et donc ce qui représente plus de 800 000 Bitcoins aujourd'hui. On rappelle qu'il y a 21 millions de Bitcoins. On considère qu'il y a environ 10% de Bitcoin auxquels on ne peut plus accéder, car la complexité du système et du fait de devoir sauvegarder quelques mots sur un bout de papier ou autre appareil technologiquement avancé, fait que donc ces 10% de Bitcoin sont aujourd'hui inaccessibles. Donc on a à peu près 19 millions de Bitcoin qui ne sont pas encore émis totalement. Il y a 18 millions de Bitcoin qui ont été émis, 1 million qui va être émis jusqu'en 2140, c'est ça? Voilà. Et donc la question c'est, alors ça c'était pour la question des flux entrants et sortants sur Bitcoin. Donc la question qui en découle, c'est de savoir ce que devient le Bitcoin aujourd'hui en étant accessible par des véhicules d'investissement comme ETF. Est-ce que le Bitcoin devient un actif risqué comme les autres, ou alors est-il corrélé aux actifs risqués, mais a-t-il des caractéristiques propres? C'est la question que j'aimerais vous poser. Je vais commencer. En fait, limite, c'est la question posée par cette conférence. Est-ce que c'est une révolution ou une évolution? Je pense que c'est un peu lié à ça. Là, il y a une vraie financiarisation du Bitcoin. Donc, je dirais qu'il y a presque un sujet philosophique. Est-ce que le Bitcoin qui a été créé en 2008 pour contrer les marchés financiers, ou en tout cas en réaction aux marchés financiers, là, on le financiarise complètement? On n'entend pas trop de voix dissonantes récemment par rapport à ça et par rapport à ce sujet philosophique. Je pense pour une raison très simple, c'est qu'en fait le marché et la hausse du marché actuel arrange tout le monde. Les bitcoins maximalistes qui ont beaucoup de bitcoins sont très contents, et les gens qui ont des cryptos sont très contents, donc ils n'ont pas pour l'instant en tête forcément de réfléchir à l'aspect philosophique de la chose. Mais force est de constater, en tout cas, il y a une financiarisation, et le fait de faire rentrer le Bitcoin maintenant dans des portefeuilles traditionnels, je pense qu'on va de plus en plus le transformer en un actif risqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui on est sur un mouvement d'euphorie, mais si on a une très forte correction sur les actions par exemple,
et que le Bitcoin fait partie de portefeuilles et qu'à un moment il faut les alléger, il n'est pas impossible qu'on ait un mouvement de corrélation. Je terminerai juste sur l'aspect corrélation. Aujourd'hui, et ça c'est assez impressionnant, si on regarde par exemple la corrélation du Bitcoin avec les actifs traditionnels, c'est-à-dire les actions, les indices actions américains, européens, on est à 10%. C'est vraiment très faible. Si on regarde même avec l'or ou l'argent, c'est pareil. Depuis le début de l'année, c'est la même histoire. Donc on est quand même sur des niveaux de décorrélation importants, ce qui finalement est un cercle vertueux pour le discours d'un BlackRock. On dit bah, mettez-en dans votre portefeuille, c'est toujours décorrélé. Mais il n'est pas du tout impossible qu'on arrive petit à petit à un peu plus de corrélation et une typologie du Bitcoin comme un actif risqué à part entière. Ça, c'est mon point. Alors, je vais essayer aussi de donner mon point de vue sur cette question assez difficile. Je pense que Bitcoin, il a plusieurs composantes et que ces composantes, elles se reflètent différemment au fur et à mesure du temps. Je pense que si on revient vraiment en arrière, justement, à 2008, Bitcoin, il avait avant tout une composante valeur refuge qui se reflétait d'un point de vue corrélation, dans une certaine corrélation avec l'or, sur certains événements. On se souvient de Chypre, par exemple, et les crises bancaires sur Chypre, et là, il y avait une très forte corrélation avec l'or. On fast forward un peu, top de la tech 2021. Effectivement, il y a une très forte corrélation au Nasdaq, une sensibilité au taux. Voilà, là, on est passé clairement sur un actif à risque. De là à dire que Bitcoin est intrinsèquement la même chose que du Nasdaq, moi je ne pense pas. Je pense qu'il a toujours aussi cette composante valeur refuge parce qu'il y a toujours des gens qui achètent du Bitcoin pour exprimer une crainte envers le système financier, une crainte envers les niveaux de dette, et voilà, qui sont généralement des gens qui achètent du Bitcoin comme ils achèteraient de l'or, mais avec un biais générationnel d'acheter plutôt un objet numérique qu'un objet physique. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'avec la financiarisation grandissante, forcément, Bitcoin va être de plus en plus corrélé à un certain nombre d'actifs financiers. Et dans cette catégorie-là, effectivement, je pense que justement, le CIF moyen, il verra plus Bitcoin comme un actif risqué que comme un actif valeur refuge. Mais bon, mon avis personnel, c'est qu'il a ces deux composantes, que c'est une force, justement, d'être à la fois un actif risqué et un actif qui est une valeur refuge, et qu'au fur et à mesure de son histoire, ce qu'on voit, c'est quand même que la volatilité du Bitcoin descend au fur et à mesure des années, même si elle est très très forte par rapport à tout le reste. Et moi, je pense que, du coup, Bitcoin va continuer sa courbe qui l'amène à aller concurrencer l'or en particulier. Dans ce cadre-là, aura une volatilité qui descendra de plus en plus, et dans ce cadre-là, sera de moins en moins un actif risqué, même si on va passer par cette phase intermédiaire dans laquelle il va se financiariser et il sera vu par les financiers comme un actif à risque. On a justement un produit qui mélange l'or et le bitcoin qui s'appelle Bold, qui fonctionne en volatilité inversée. Donc l'actif le plus volatile sur les 160 derniers jours sera vendu au profit de l'actif le moins volatile pour pondérer la volatilité. Quand j'ai rejoint 21 Shares, on était à 18,5% de Bitcoin dans le basket. Et aujourd'hui, on est à un peu plus de 25%. Donc, effectivement, ça fait son travail. Et c'est un produit qui est assez intéressant et qui résonne pas mal auprès de certains investisseurs. Après, je voulais revenir aussi sur, parce qu'on parlait des crypto natives, donc très exposés en direct sur les tokens, les coins, etc. On se rend compte, alors peut-être parce qu'on est un émetteur crypto native, on a de plus en plus de gros investisseurs en crypto qui viennent nous voir et de par en fait la liquidité des ETF, de par les spreads, de par les frais de management qui sont super bas, se mettent en fait à diversifier leur portefeuille crypto avec des ETP. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas spécialement anticipé.
Quand je m'adresse à des investisseurs, je parlais davantage, j'allais chercher les investisseurs institutionnels pour leur donner accès à cette classe d'actifs. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de crypto-natives qui se mettent à acheter ce type de produit pour diversifier justement leur position. Oui, ils vont garder leurs clés, ils vont garder leur ledger, etc. Mais en même temps, ils vont sécuriser une partie où ils savent que ben là, ça ne leur coûte pas cher. Ils l'ont et ils l'oublient. Et c'est un changement de mentalité auprès de ces acteurs-là qu'on n'avait pas du tout anticipé de notre côté. Du coup, c'est pas vraiment une. Qu'en penses-tu? Non, mais c'est pas vraiment une diversification pour eux. C'est juste un canal un peu C'est un canal différent. différent, oui. C'est une diversification au niveau du. Que ces Ils mettent pas ETF, tout sur le ledger en fait. Ils sont fermés le week-end. Ben oui, mais c'est pour ça qu'ils en gardent sur leur ledger, on est d'accord. Tu vois. Mais sur du long terme, sur un portefeuille où ils savent qu'ils veulent avoir cette exposition-là, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et sur des gros montants. Ok. Donc, ce que je vois, c'est que donc, pour moi, ça valide le scénario de la réserve de valeur sur Bitcoin, mais pas encore du tout rentrer dans les paiements et voilà. Enfin, le scénario de la monnaie. Ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est pas tellement ce qui se passe dans les pays matures comme les États-Unis, mais l'équivalent de ce qui pourrait arriver. Et il y a déjà une dizaine d'acteurs qui se positionnent à Hong Kong, à Singapour et en Asie sur des ETF asiatiques, enfin, fabriqués là-bas. Et je pense que dans les pays à forte croissance, le scénario de la réserve de valeur a un autre sens que ce qu'on vit de l'autre côté. Donc je suis très curieux de voir ce qui va se passer du côté asiatique. Ça va arriver, forcément. Et puis, ce que je vois aussi du côté asiatique, c'est un effet, alors peut-être c'est parce que Vitalik est dévoué à Singapour, mais il y a des ETF, ETH, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui est un des impacts de l'ETF Bitcoin, c'est que finalement, ça va arriver. Peut-être il y aura une position plus claire le 23 mai, même si j'ai compris qu'il y avait quelques acteurs qui s'étaient vus repoussés dans le temps et sur lesquels ils devaient revoir leur copie. Mais le 23 mai, ça arrive aussi très vite. Et donc, il va y avoir un autre positionnement assez fort dans la foulée, c'est l'Ethereum ETF, enfin l'ETF Ethereum, sachant que le débat actuel, c'est est-ce que donc le Bitcoin étant considéré comme une commodity aux US, est-ce que le Bitcoin est un titre financier Ethereum, oui, pardon. Ethereum, un titre financier, un security token ou voilà, donc ça va être un grand débat aussi. Mais bon, ça reste quand même triste de dire qu'on risque d'avoir des ETF Ethereum sans pouvoir bénéficier de staking. Chose que les ETP en Europe font. Tout à fait. Mais bon, ils auront leur ETF Ethereum, ils seront contents. Et voilà. Mais oui, après, effectivement, l'Ether, et puis après, aux États-Unis, je pense que il faut espérer qu'ils vont commencer à lâcher du lest et accepter d'autres tokens comme on le voit ici en Europe. On est de nombreux acteurs à avoir beaucoup de produits. Nous, on en a plus de 40, dont plus de 25 trackers single asset, après on a des baskets, etc. Donc effectivement, oui, c'est quelque chose qui se fait très facilement en Europe. Et là, le dernier qu'on a lancé, c'était sur Celestia. Voilà, donc blockchain, layer, tout suite. Pour rebondir sur ce que disait Franck, alors il y a une news qui est tombée aujourd'hui à Hong Kong, et en fait c'est un ETF Bitcoin qui vient d'être lancé avec la possibilité de souscrire in kind. Alors, pour expliquer, en fait, normalement quand on souscrit aux ETF, on souscrit en cash. Ça a été même un gros débat aux États-Unis pour des raisons de KYC. En général, on préfère que les investisseurs investissent en cash. Là, à Hong Kong, ils laissent la possibilité d'investir in kind. C'est une vraie révolution. Ça, c'est pour répondre sur la partie Asie. Sur la partie Ethereum,
il y a un vrai sujet aux États-Unis, c'est effectivement la considération de l'Ether comme un security. Et il y a même une querelle interne entre la CFTC, qui gère les commodities, et la SEC, qui gère les securities. Et le sujet est loin d'être tranché, donc il n'est pas du tout impossible qu'on repousse encore ce sujet, d'autant plus que s'il y a une considération de l'Ether comme un security, ça ouvre la voie aux ETF sur toutes les autres cryptos. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle la SEC ne se presse pas trop pour accepter un tel ETF. Sur ce sujet-là, d'ailleurs, il y a une chose sur laquelle moi j'aimerais bien avoir votre avis. Donc, je pense que pour tous les crypto-natifs, ça paraît assez évident que le deuxième ETF aux États-Unis, ça devrait être Ethereum, au sens où, voilà, aujourd'hui, c'est la deuxième market cap, c'est relativement bien décentralisé. Enfin, bref, il y a pas mal d'arguments qui poussent à ça, si ce n'est cet aspect securities. Cependant, depuis en fait, tout ce run-up lié aux ETF, on voit clairement qu'il y a des flux sur certaines cryptos aux fondamentaux plus discutables, je dirais, type, aujourd'hui on les voit beaucoup sur Bitcoin Cash et même sur Dogecoin, qui sont sur des cryptos qui sont généralement des forks de Bitcoin, donc sur lesquels d'un point de vue argumentation juridique, on peut difficilement dire que ce sont des securities, alors Bitcoin n'est pas une sécurité. Et du coup, ma question pour vous, c'est est-ce que vous pensez que potentiellement on aura un ETF Dogecoin avant d'avoir un ETF Ethereum? C'est une possibilité? C'est une excellente question. Je pense que oui, en fait. Je pense que la probabilité, en tout cas, est plus forte. Pour les raisons que tu viens de donner, à savoir que, pour le coup, il n'y a pas de débat sur commodity ou security, puisqu'on est sur du proof of work. Donc, normalement, on devrait avoir... en tout cas, il y a une probabilité plus forte d'un point de vue uniquement technique et réglementaire. Après, d'un point de vue conceptuel, et comme tu l'as dit, il serait plus logique d'avoir un ETF Ether, mais on ne sait pas, peut-être que la SEC risque de trouver beaucoup d'arguments pour contrer ça. Il y a une belle exclusivité de la soirée, Dogecoin plus fort qu'Ethereum. Mais le pire, c'est que ça se voit dans les flux. Enfin, pour le coup, si vous regardez sur les derniers mois, Ça veut dire que les gens anticipent. ouais, BCH en particulier, qui était, enfin, pour plein de raisons, plus du tout crypto qui montait ces dernières années, monte ces derniers mois, donc il y a souvent des gens qui spéculent sur ce scénario-là. Donc on est déjà arrivé presque à la conclusion de la table ronde. Donc quels futurs ETF sur d'autres cryptoactifs, Ethereum, Dogecoin et d'autres memecoins peut-être qui nous plaisent tant. Et moi j'avais une question presque d'ordre philosophique sur la nature du Bitcoin, ses origines. Le fait qu'on rentre dans une financiarisation par l'intermédiaire des ETF de Bitcoin, est-ce vraiment une révolution pour Bitcoin ou est-ce une révolution, un retour en arrière? Est-ce que quelque part l'esprit de la monnaie pair à pair complètement décentralisée est trahi ou alors magnifié par ces nouveaux instruments financiers? Allez, je prends le risque. Alors, je pense que c'est une évidence que pour pas mal des pionniers de Bitcoin, la vision de Bitcoin qui devienne finalement un sous-jacent pour des ETF de BlackRock, et qu'après donc on s'échange finalement juste des parts d'ETF de BlackRock avec des Bitcoins qui sont soigneusement conservés. Bon, c'est pas la vision originale de Bitcoin. Je pense que malheureusement, c'était un peu inévitable que le fait qu'on arrive vraiment à un aspect mainstream de Bitcoin, de la crypto, pousse à ça. On a vu finalement les mêmes types de mouvements sur Internet. Je pense que pour les pionniers d'Internet, finalement, un Internet maîtrisé par les GAFA, avec par exemple Gmail qui permet de gérer les mails et qui refuse des emails de certains clients, ça peut poser problème d'un point de vue philosophique. Malheureusement, si on veut toucher un public très large, finalement, plus on s'éloigne
de ces pionniers qui sont plus dans l'idéologie, plus on va rentrer sur des gens qui voient plus la valeur d'usage et que, encore une fois, comme on en parlait tout à l'heure, un ETF, c'est très pratique, c'est pas cher, c'est sécurisé, ça rentre dans plein d'enveloppes et ça a plein d'utilités derrière. Et donc je pense moi que c'est inévitable effectivement qu'on s'éloigne un peu de l'idéologie de base et qu'on devienne sur quelque chose qui change un peu la vision de ce qu'est Bitcoin. L'important pour moi, c'est juste que la possibilité offerte initialement par Bitcoin, c'est-à-dire globalement que chacun puisse avoir son wallet, avoir la custody de ses Bitcoins et continuer à les utiliser, que l'on protège cet espace-là. Ça aussi est à risque d'un point de vue réglementaire, mais si à minima on peut protéger ça, finalement tout le monde aura eu ce qu'il voudra. Et pour prolonger, ces questions philosophiques sont elles-mêmes importantes. Faut-il être simplement se placer dans une philosophie d'ordre pragmatique et se dire bon, ça fonctionne, ça amène du monde, donc c'est bon, ou alors est-ce qu'il faut revenir à des idéaux d'il y a 15 ans? Non, je pense que les deux peuvent coexister. Un Bitcoin continuera à aimer son Bitcoin parce qu'il voudra pouvoir payer, garder, parce qu'il ne fait pas confiance en gouvernement, il veut sécuriser son épargne, etc. Et il y a de très bons cas d'usage pour ça, très bien. Il va falloir qu'il y ait de toute façon de plus en plus, mais ça la communauté en est tout à fait consciente, beaucoup plus de développement de fait au niveau des UIs enfin voilà, moi je dis la blockchain aura réussi son pari quand on n'en parlera plus. Je me connecte sur internet ou je vais sur mon app sur le téléphone, je ne sais pas si sur quelle IP adresse je suis, quelle porte TCP/IP est ouvert pour faire ma connexion, je m'en fiche, ça marche. Donc toutes ces cryptos vont avoir des cas d'usage, on va pouvoir les utiliser sans qu'on sache. Est-ce que quand je vais avoir mon app pour, je sais pas, ma carte de fidélité, derrière ça va être un NFT, ok, super, très bien. Mais je ne saurais pas. Mais par contre, après, pour le point de vue d'investissement, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir, voilà, quelles vont être les blockchains sur lesquelles, effectivement, tous ces cas d'usage vont être développés, quelles vont être les blockchains sur lesquelles il va y avoir de plus en plus de développeurs, de mineurs, etc., qui vont faire leur travail, qui vont les maintenir et qui vont rendre, justement, parce que c'est encore une fois, c'est un effet de réseau. Donc cet effet de réseau, il faut le maintenir. Et plus on le multiplie, plus on développe la version plus des GAFA aujourd'hui. Mais des GAFA où effectivement il y aura des données, mais on est maître de nos données. Et ça, la blockchain le permet et le permettra qu'il y ait des ETF, des ETP ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui va rester. On est en train de construire Web3, il ne faut pas l'oublier. Après, effectivement, si on veut bénéficier et regarder le cas pour un investissement dans cette classe d'actifs, dans cet écosystème-là, à ce moment-là, il y a plusieurs manières de s'y prendre. On peut aller en direct, on peut aller avec des enveloppes sous forme de tracker, et tout le monde peut, mais ça ne veut pas dire que le fondamental de chacune de ces blockchains change. Au contraire, il faut qu'elles restent chacune bien individualisée et qu'on sache ce à quoi elles correspondent. Et c'est ce qui créera les cas d'investissement derrière toutes ces blockchains. Et nous, c'est ce qu'on pousse à aujourd'hui. Quels sont les cas d'usage derrière? Oui, donc moi je l'ai dit, c'est une révolution parce qu'à un moment donné, on donne accès à beaucoup plus de gens et on facilite l'accès à cette classe d'actifs. Le scénario réserve de valeur Bitcoin, pour moi, il est clairement établi. La partie paiement, je pense qu'elle va s'établir à partir du moment où les machines entre elles, toutes les intelligences artificielles qu'on fait fonctionner, vont se payer entre elles et vont se payer en token, évidemment. D'ailleurs, on appelle un token quand on fait de la consommation de GPU, de Mistral AI ou autre, GPT. Et donc, ces tokens sont bien évidemment de la monnaie numérique. Et évidemment, les machines vont pas se payer en carte bleue. Et donc, il est probable que le scénario blockchainisation
d'un certain nombre d'assets classes et le scénario le plus plausible en termes d'effet et de volume. Donc oui, c'est un sujet de la prochaine table ronde, je crois, d'événements autour de réel World Asset. Donc, évidemment, il va y avoir tout plein de classes d'actifs qui vont devoir passer parce que l'infrastructure bancaire et les asset managers à 50 ans à peu près, et donc tout ça doit être transféré sur de nouvelles technologies. Cette technologie blockchain permet de le faire, combiné avec de l'AI. Moi, mon scénario est plutôt convergent, d'insimplification, on a 10 ans devant nous, de boulot, parce qu'en fait, il faut construire tout ça, les infrastructures, mais aussi la verticalisation de tous ces scénarios. Et donc là, on est bien parti pour continuer cette révolution après les prochaines années. Je suis plutôt aligné sur tout ce qui a été dit. Je dirais que la révolution, elle a été un peu forcée avec cette émission d'ETF. Et finalement, elle peut aussi forcer tout le monde, tout un chacun, le particulier, à creuser le sujet, qui n'aurait pas creusé s'il n'y avait pas eu d'ETF. Ça aussi, c'est le point qui est positif avec cette révolution, c'est-à-dire que c'est une révolution à marche forcée. Et l'autre sujet aussi, ce que tu disais, Robin, finalement, les États-Unis, qu'on peut critiquer, c'est le pragmatisme. Et alors que l'Europe a essayé de réguler et a eu X débats sur MiCA, les États-Unis sont allés en frontal en disant ok, on accepte le Bitcoin, ils sont enfin un peu braqués la nuit. Donc, de toute façon, la réglementation, c'est peut-être aussi la clé de voûte de tout ça. Et c'est elle qui pourra tirer les enseignements de cette révolution et faire en sorte que tout cela fonctionne correctement. Merci beaucoup Cyril Sabag, merci beaucoup Marina Baudéan, Franck Devigne et Samy Bouznad pour cette perspective positive, optimiste sur la révolution que les blockchains nous font vivre et nous feront vivre encore dans les mois et les années à venir. J'ai été ravi de modérer cette table ronde et merci beaucoup de la part de la place FinTech et de la Paris Innovation Nights d'être venus si nombreux ce soir. Alors, peut-être quelques questions du public, si vous en avez, avec ce micro. Bonjour à tous. Alors moi j'ai une petite question un peu philosophique, mais je voulais savoir, quand vous parlez d'une potentielle cohabitation entre les deux typologies d'investisseurs Bitcoin, là je parle surtout du Bitcoin, comment est-ce que vous voyez je crois que c'est celui qui marche pas. Comment est-ce que vous voyez la cohabitation entre les maximalistes, ou en tout cas ceux qui ont vraiment une philosophie Bitcoin, technologie Bitcoin, décentralisation complète du hold, c'est-à-dire on évite justement de passer par, on fait pas confiance au gouvernement, on évite de passer par des banques centrales, et puis en fait des entités qui détiennent une grosse partie de la valeur. Et puis, justement, une financiarisation du Bitcoin, une financiarisation même de la technologie, avec des asset managers type BlackRock, qui vont, si on reste sur cette financiarisation, des asset managers qui vont, in fine, détenir de plus en plus de Bitcoin. Et la réserve, in fine, pourrait passer directement côté asset manager. Donc, comment est-ce que vous voyez cette dualité? C'est lui qui marchait pas vraiment. Voilà, comment est-ce que vous voyez cette cohabitation en fait, sur le long terme, si chacun Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que Bitcoin, à la base, ça a été pensé comme un protocole ouvert sur lequel, le propre d'un protocole ouvert, c'est que chacun peut venir et apporter sa vision des choses et utiliser le protocole. Je pense que l'important pour que la cohabitation se passe bien, c'est que ça reste le cas. C'est-à-dire que les maximalistes puissent continuer à détenir leurs propres clés, faire leurs transactions sans qu'on leur demande un KYC alors que c'est une transaction de pair à pair. Et qu'à côté de ça, les BlackRock puissent prendre des bitcoins, les stocker à froid dans
des grands hangars et vendre finalement des parts d'ETF à des clients qui préfèrent sécuriser leur Bitcoin de cette façon-là. Et je pense que la ligne de front du coup entre les deux, ça va être la réglementation. La réglementation c'est bien, mais il faut qu'elle se fasse intelligemment. Donc il faut faire attention à, je pense, une frange des pro-réglementations qui voudraient appliquer une réglementation très bancaire à ces protocoles-là. Il faut prendre en compte les particularités de ces protocoles-là et le fait justement qu'ils permettent ces échanges de pair à pair dans lesquels il y a assez peu de données qui sont échangées. Voilà, ça a été pensé pour ça. Mais bon, si cette réglementation est bien faite, c'est-à-dire que si on commence pas à se dire justement pour faire ta transaction Bitcoin, il faut que tu donnes ton adresse physique à la personne d'en face, je pense que les deux typologies d'utilisateurs pourront continuer d'utiliser le protocole. Et enfin, mon point de vue, ça serait le meilleur des deux mondes, parce que chacun y trouve ce qu'il veut, chacun n'embête pas trop l'autre. Et en tout cas, voilà, moi, c'est le futur que j'espère pour Bitcoin. Je partage tout à fait ce point de vue. Après, il faut savoir qu'à aujourd'hui, on est encore limité en termes de j'ai mes bitcoins et je peux faire des transactions avec. Les seules transactions, il faut passer par du stablecoin et après on repasse en fiat. Donc à aujourd'hui, c'est vrai qu'on a encore des choses à développer. Et je pense que les maximalistes sont tout à fait conscients de ça. Pour la petite histoire, en 2023, il y a eu plus d'échanges plus de settlements en USDT qu'il y en a eu en Visa et en Mastercard. Donc on y est déjà, enfin c'est énorme. Donc après, c'est vrai que tant qu'on ne peut pas payer avec des bitcoins, what's the point? Ouais, on les a, c'est de la valeur refuge, on se prépare pour quelque chose, mais si aujourd'hui on ne peut rien en faire, so what? Donc c'est vrai que j'ai des bitcoins sur mon cold wallet. J'ai aussi une exposition via des ETP et je ne les vois pas du tout de la même manière en fait. Et en fait c'est ça je pense. C'est que j'ai une partie de moi me disant voilà j'ai des bitcoins, le jour où on pourra payer avec etc. Je les ai. Et à côté de ça, je sais que le fait d'avoir une exposition crypto, bitcoin ou un basket de coin va permettre à mon portefeuille d'avoir un meilleur ratio de Sharpe, un meilleur rendement, etc. Donc, je veux bénéficier de ce type d'investissement et du coup améliorer la performance de mon portefeuille total. Je pense qu'on est encore très tôt dans l'adoption et dans les cas d'usage en fait. Le jour où on pourra, mais ça c'est en train de travailler, hein. J'ai une amie qui travaille dans les systèmes de paiement. Et ils sont en train de faire en sorte que derrière, il y ait l'acceptation pour les crypto-monnaies, pour le Bitcoin. Donc, ça va venir. Après, il faudra voir, encore une fois, comment la réglementation va effectivement permettre ce type de règlement. Il faut savoir qu'on est sur on a des pays, entre guillemets, à gérer, qui ne font effectivement qu'émettre de la dette. C'est très bien pour Bitcoin. Que va-t-il advenir? Est-ce qu'on va avoir effectivement toutes ces CBDC qui vont voir le jour? Sous quelle forme? Moi, je me dis aujourd'hui, on paie tous avec nos cartes, ou la plupart, on n'a quasiment plus de cash. Donc, on est déjà digitalisé. Si c'est un système blockchain derrière qui est en train de marcher, je m'en fiche de l'appeler euro CBD ou dollar CBD, on y est déjà. Enfin, pour moi, c'est derrière. Et encore une fois, tout dépendra des cas d'usage dans lesquels tous ces développements vont être faits et la réglementation sur laquelle on va devoir s'appuyer. Mais je pense que les deux peuvent vivre et j'espère que les deux vont vivre. Il y a une différence de fiscalité, on n'a pas parlé du tout. Non, mais c'est important. Et puis fiscalité, liberté de. Ouais, non,
question Ah, sur voilà. qui va rejoindre ce point-là? Pas totalement, parce que vraiment c'est gazant. Mais bon, déjà, bonsoir à tous. Alors, je suis ravi d'entendre que je travaille sur la ligne de front, parce que du coup, je travaille pour l'administration. Bon, je ne m'exprime pas au nom du ministère de l'Intérieur, je m'exprime en nom personnel. Juste une première observation, déjà, à la base. Il faut comprendre que l'idée, le concept philosophique d'origine du Bitcoin, c'était de créer non pas un actif, non pas un produit financier, non pas une dette, mais ce qu'on appelle en gros une monnaie centrale. C'est-à-dire, en gros, vous avez la monnaie centrale qui est l'unité de compte du vrai layer, le layer 1, celui des banques centrales et la banque d'événements internationaux, donc le vrai argent. Et ce n'était pas de créer la monnaie scripturale, c'est-à-dire en gros le layer 2, le simili dollar ou le simili euro que votre banque vous assure sur un écran que vous détenez réellement. Donc ce n'était pas le projet. Et puis ensuite le mode d'émission. Le Bitcoin, à la base, l'idée, le concept, c'était pas de le créer par la dette, mais de le créer par du code informatique. Donc c'est pas fait pour être de la monnaie layer 2 commerciale, de la monnaie dette. Un produit financier qui est comptabilisé dans cette layer 2, monnaie dette, dollar ou euro, et c'est pas fait pour être un actif. Donc comme ça, juste pour resituer sur le départ. Hein. Donc du coup, la question. Finalement, moi je suis d'accord avec vous sur la technologie sous-jacente, l'expérience utilisateur. Ce qui compte, c'est ce que les gens perçoivent. Si on arrive à avoir des process business, métiers qui sont super, les personnes oublient la technologie. La technologie, c'est rien, c'est au service de quelque chose. Finalement, qu'est-ce qui va rester? Ce qui va rester, c'est le Bitcoin, il y a 21 millions d'unités. Mais pourquoi il y a 21 millions d'unités? C'est une question. Pourquoi il n'y en a pas 14 000 milliards comme dans la zone euro? Je ne sais pas si c'est une question QCM, mais c'est lié à l'or. Enfin, c'est une question QCM. Je pense que c'est lié aux tonnes d'or qu'on peut extraire. C'est vraiment littéralement ça. Pourquoi on limite le nombre d'unités? Oui, bah. Pour diminuer le taux d'inflation au niveau de l'émission du Bitcoin. Pourquoi? Je pense que Je pense qu'il y a clairement une vision de politique monétaire dans Bitcoin. Hein. Si c'est ça la question. Non, mais il y a une vision, de politique autrichienne de la monnaie dans Bitcoin. Ça, c'est clair. Après, moi, je reviens sur le fait quand même que ça a été conçu comme un protocole ouvert. Et du coup, on ne peut pas reprocher derrière à un protocole ouvert d'attirer des gens qui ont des usages, des visions différentes de l'utiliser. Sinon, c'est par définition quelque chose d'assez pernicieux. Alors, peut-être. Tu veux continuer? Non. Alors, d'autres questions. On doit avoir un deuxième micro quelque part. Ah, d'accord. Alors, j'ai une petite question pour Cyril. Est-ce que vous pouvez expliquer plus le ETF in-kind en gros et la différence entre le spot Alors, non, en fait, in-kind, c'est un mode de souscription à un ETF. En fait, pour acheter un ETF. Alors, le in-kind, en fait, c'est la possibilité d'investir directement dans le sous-jacent en lui-même. Donc, la possibilité d'investir en BTC en direct. Aux États-Unis, ça a été un gros débat. Et aujourd'hui, les professionnels qui peuvent investir directement, ce qu'on appelle sur le marché primaire des ETF, n'ont pas le droit d'investir en Bitcoin directement. Ils doivent uniquement investir en cash. Donc, c'est la différence entre cash ou kind. Et kind, c'est BTC. Moi, j'avais une question assez basique sur le fonctionnement des ETF, qui était aujourd'hui Bitcoin, la cap totale, je ne sais plus exactement, mais c'est 1200 ou 1100 milliards, donc grosso modo, c'est pas grand-chose dans le sens que c'est un petit GAFA. Ce qu'on voit à partir du moment où il y aura la finance traditionnelle commence tout juste
investir, en détenir massivement. Donc, ça veut dire que les cours devraient augmenter de façon encore significative en termes de multiples de croissance. Est-ce qu'il y a un risque aussi qu'à un moment, les ETF ne détiennent pas une parité complète, donc un 1 pour 1, c'est-à-dire la quantité de Bitcoin qu'après ils allouent dans les comptes? Non, parce qu'il y a un engagement réglementaire. Et cette réglementation ne pourrait pas évoluer Ah, donc la question c'est est-ce qu'on peut avoir une évolution de la réglementation à ce niveau-là? J'ai pas l'impression. Justement, les produits futurs, il existe déjà des ETF sur le futur. En tout cas, la logique de l'ETF Spot Bitcoin, c'est justement le 1 pour 1. Donc après, il ne s'appellerait plus ETF Spot Bitcoin, si c'était le cas. Donc voilà. Mais en tout cas, tel qu'il est construit aujourd'hui, il y a une obligation de mettre en 1 pour 1. Bonjour à tous. Une petite question par rapport à une loi qui vient de passer en Europe. La fin des comptes anonymes. J'aimerais que vous m'en disiez un mot, ce que vous en pensez, l'impact, si ça va réduire, ou ça va vraiment réduire, l'adoption du Bitcoin. Non, mais oui, enfin, ça, c'est une réduction de liberté de pouvoir transacter sans avoir fait 100% du KYC. Donc, fatalement, c'est plutôt, ça va aller positivement dans le sens des ETF, c'est-à-dire pour vous exposer à du spot Bitcoin, il faudra passer par un ETF, c'est-à-dire par un acteur régulier de cette manière-là, voilà, qui est activé. Après, vous avez des plateformes, en France, je parlais de Commerce tout à l'heure, où vous faites un KYC complet. Il y a quand même beaucoup de plateformes centralisées qui fonctionnent très bien, sur lesquelles vous entrez, et après, vous pouvez prendre vos Bitcoins et les mettre sur votre clé. C'est pas un vrai sujet, pour moi, c'est pas un vrai sujet de se KYCiser. Donc, je pense que ça va réduire éventuellement un certain nombre de cas pour lesquels cette liberté d'être anonyme va perdurer. Mais très honnêtement, j'ai appris ici la semaine dernière dans une table ronde, notamment sur la criminalité, que dans 100% des cas de criminalité observés, il y avait une partie qui était faite en crypto. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin est un outil de financement de la criminalité. Ça veut dire à l'inverse que dans tous les cas de criminalité, il y a des gens qui s'essayent sur ce canal pour transférer de l'argent. Donc, voilà. Je pense que ça peut réduire ça. Après, voilà, il faut que ça soit dans la régulation, c'est-à-dire qu'on va probablement évoluer d'un KYC à un KYT. Parce que ce que permet en fait la blockchain, c'est de faire un KYC de la transaction elle-même. C'est-à-dire que si on vous donne l'équivalent d'un billet de 10 euros dans une crypto-monnaie, on est censé, par toutes les données analytics de cette note, si vous voulez, remonter sur tout son historique. Donc cette transaction, elle est KYTisée, comme on dit maintenant. Maintenant, si je vous donne, si je vous envoie 2 euros de mon appli de mobile paiement à votre appli de mobile paiement, ça coûte 4 euros à ma banque de faire le KYC, et ça coûte 4 euros à votre banque de faire mon KYC. Donc ça coûte très cher aujourd'hui, et ce coût-là, fatalement, la blockchain va le rendre plus ou moins inutile en traçant, en fait, avec la fonctionnalité de traçabilité de la blockchain, l'ensemble des transactions. Donc, le régulateur, demain, répond être un établissement centralisé de crypto-actifs, normalement devrait permettre au régulateur d'être assez tranquille à partir du moment où on fait un export de fichiers en disant voilà toutes les transactions, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est déroulé. Ça devrait être plus simple que dans une banque aujourd'hui. Aujourd'hui, moi j'ai travaillé 12 ans chez BNP Paribas, j'ai créé l'Internet bancaire. Je peux vous dire que toute la partie conformité, même si ça a digitalisé beaucoup de transactions, la conformité, c'était le département central de la banque sur lequel il y a des tonnes de gens. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Quand il y a une
requête de la conformité, on appuie sur un bouton, on fait une requête et on a un fichier. C'est d'autant plus facilité sur la génération qui suit, c'est-à-dire des transactions blockchainisées. Ça répond un peu à votre question. Ouais, mais je vais juste ajouter quelque chose là-dessus parce que je crois que j'ai vu passer pas mal d'articles dans les médias crypto ce week-end en particulier qui faisaient penser. Alors moi, la première lecture de ces trucs-là, je me suis dit, on vient d'interdire le fait d'avoir un wallet et de faire un transfert à quelqu'un d'autre qui a un wallet, des wallets custodians, donc classiques, que dans le domaine juridique on appelle plus self-hosted wallet. Voilà. J'ai l'impression, et je ne suis pas juriste, mais en creusant un peu, je me suis rassuré. J'ai cru comprendre que ce que implique cette loi, c'est globalement l'interdiction des cryptos anonymes, ce que ne sont pas Bitcoin, donc c'est des choses comme Monero, etc. On peut discuter de si c'est bien d'interdire les cryptos anonymes ou de les interdire, mais en tout cas, ça ne touche pas directement Bitcoin. Et c'est aussi tout un tas d'obligations pour les CASP, donc le futur PSAN version MiCA, d'aller voir, par exemple, quand on se fait sur un transfert sur son wallet, de faire un appel à des services type Chainalysis et autres pour aller finalement regarder qui est ce wallet. Mais bon, de ma compréhension, pour l'instant, ça n'interdit pas le fait d'avoir son propre wallet crypto et de faire ses transactions vers un autre wallet crypto. Je pense cependant qu'il y a tout un tas d'acteurs qui, pour tout un tas de raisons, voudraient interdire ça et que voilà, on vit dans un état démocratique. Donc si on n'est pas d'accord avec ça, il faut qu'on ait en tête de nous interdire de faire des transactions d'un wallet crypto à un wallet crypto. Réduction même lecture que Samy. C'est un peu utopique. Même lecture que Samy, c'est-à-dire qu'on a lu des gros titres, mais au final, il n'y a pas de réduction des libertés individuelles sur son propre wallet de pouvoir le transférer à un autre wallet. Pour l'instant. Si je peux me permettre. Alors, Juste une précision, pour le débat, une précision. En fait, là, on est en train de parler des commentaires sur les médias, etc. Petit insight, merci. Petit insight, les enceintes dans lesquelles sont discutées ces questions sont des enceintes internationales, notamment l'OCDE, parce qu'en réalité, en gros, vous avez Washington, le GAFI avec le G20, et en layer 2, vous avez l'OCDE. Et après, au niveau layer 3, vous avez les pays, avec l'Europe en bouche. Donc, concrètement, dans ces enceintes, il était question dès le départ, un représentant par pays, donc si je vous donne l'info, ça vous permet de situer mon rôle. Très clairement, vous aviez l'intention au départ vraiment d'interdire les portefeuilles non hébergés. On a évolué ensuite sur le fait de mettre des seuils à partir desquels, pour retirer réellement ces cryptos sur une adresse publique cryptographique personnelle, où on peut tout faire de manière responsable, à partir de ce moment-là, il faut s'identifier et donner des informations, donc avoir des process qui sont lourds pour les plateformes, et les plateformes, elles ne sont pas totalement idiotes, concrètement, elles vont regarder si les process sont lourds, on va plus simplement arrêter de laisser la possibilité aux gens de retirer. Ce sera plus simple en fait. Et c'est un autre sujet que le sujet de la différence entre les blockchains qui sont pseudonymes, donc la majorité, et les blockchains qui sont anonymes. Ça, c'est un autre débat. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci au public pour toutes ces questions riches et foisonnantes. Merci pour toutes ces réponses totalement du public. Merci beaucoup aux experts renommés, prestigieux qui nous ont permis d'en savoir un peu plus sur les ETF Bitcoin ce soir. J'ai nommé Cyril Sabag, Marina Modéan, Franck Desvignes et Samy Bouznad. Merci à tous. Et tout de suite, Benjamin Chemla, CEO de Shares, qui va nous donner son point de vue sur cette révolution ou cette révolution des ETF Bitcoin. À toi, Benjamin. Merci beaucoup. Bon, ça va être dur de passer après parce que je crois qu'on a bien couvert le sujet. En plus, je crois qu'on a annoncé un open bar à 20h30, ce qui me laisse 5 minutes. J'en prendrai 10 et puis ensuite on essaiera de faire un petit échange autour d'un verre ou ici au choix. Bon, alors on va commencer par une mise en bouche. Qui a vendu ces bitcoins au cours du mois de mars? Tout ou partie? Levez la main. Intéressant, une personne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on met en perspective avec la question qui a été posée un peu plus tôt, ça veut dire qu'on est face
à une assemblée de gens qui croient dans le futur de la monnaie électronique, qui croient dans le futur du Bitcoin. C'est typiquement en fait ce type d'interactions qui ont lieu aujourd'hui sur la plateforme de Shares. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà entendu parler de Shares? Bon, bah, c'est pas mal, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. J'en ai eu compte à peu près 7. Donc très rapidement, Shares est la première plateforme française d'échange, la première plateforme d'investissement qui permet en fait d'investir à la fois sur des produits traditionnels, en bourse, en actions, en ETF, en fonds, mais aussi en crypto. Donc on est la première fintech régulée en France à la fois comme un PSI, prestataire de services d'investissement, qui est un agrément qui est délivré par l'ACPR mais qui est supervisé par l'AMF, un agrément assez lourd, qui va en fait ressembler un petit peu en termes de process pour tous nos crypto-fans à ce que va être ou ce que devient l'agrément MiCA, l'agrément complet, avec l'ensemble, on va dire que c'est 1 an et demi à peu près de process et un certain nombre de choses qui sont contrôlées. Et on est également PSAN, qui pour date est donc une autorisation, qui est un peu plus légère, où on va surveiller un certain nombre de choses, mais on va un petit peu moins regarder typiquement le programme d'investissement, on va être un petit peu, on va se cantonner, on va dire, à la réglementation type LCBFT, sur la personnalité des dirigeants, etc. Bon. Donc on est la première fintech à avoir ces deux qualités, donc ça a été un trajet difficile et long. Et la particularité de Shares, c'est que c'est aussi un réseau social. Le contexte, il est très simple. Moi, j'ai découvert la finance en perdant à peu près tout, plus ou moins pendant le Covid, comme tout le monde. Et donc je me suis dit, j'avais deux ambitions. L'une, sauver l'entreprise que j'avais à l'époque. Bon, ça, j'ai raté, puisque j'ai liquidé une entreprise aux États-Unis en 2021. Mais je me suis dit, dans un moment difficile boursier, c'est aussi potentiellement une opportunité. Mais je ne savais pas exactement comment m'y prendre. Alors, tout simplement, j'ai fait mon éducation en ligne. Je l'ai faite sur Reddit, comme beaucoup de gens en 2020, 2021. Je l'ai faite sur WhatsApp et Telegram dans des groupes avec des amis avec lesquels j'ai pu échanger. Et en fait, à un moment donné, ça m'est apparu comme une évidence. Je me suis dit, je suis en train de vivre un MVP de ce que je pourrais faire. C'est-à-dire une plateforme régulée, avec à la fois des actifs traditionnels, mais aussi ces nouveaux actifs dont on va parler aujourd'hui, et en même temps un réseau social qui va me permettre de suivre les portefeuilles de mes contacts. Il faut créer des règles. Donc les règles, c'est les suivantes. Je ne vois les portefeuilles que des gens qui ont accepté ma requête, donc en fait des gens que je connais. Nous, Shares, on s'est fait en fait le fort de créer une curation d'investisseurs expérimentés. Donc on va proposer en fait les portefeuilles visibles par défaut. Et donc je vais voir chaque jour les mouvements. Donc typiquement, les 3 ou 4 qui ont vendu leur Bitcoin ce mois-ci, j'aurais pu le voir. Et donc ce qui est bien, c'est que la discussion elle a lieu au même endroit que les actions, que les mouvements. Donc les mots et les paroles en fait suivent les actions et en fait on peut avoir ces discussions, ces échanges. Donc voilà ce qui est cher, ça c'est pour l'explication sur ce qu'on fait. Et donc ce qui est intéressant à mettre en perspective avec la discussion de ce soir, c'est que pour moi, ce qui est intéressant, c'est que comme on l'a dit, les cryptos d'un côté, les ETF de l'autre, c'est vraiment le yin et le yang de mon portefeuille. C'est vraiment une stratégie que j'aurais jamais pensé réunir dans un seul et même finalement investissement. Les ETF ont par définition une vocation à être un actif plutôt passif, extrêmement centralisé et concentré par définition, mais pour autant qui a une croissance très importante. Aujourd'hui, on a à peu près x2,5 en termes d'encours dans des ETF en France depuis à peu près l'année 2020, donc l'année du Covid. Et il y a une conquête de marché très agressive des asset managers. Moi, je les vois, je les reçois dans mon bureau régulièrement, que ce soit BlackRock, Amundi, que ce soit BNP Paribas, pour justement promouvoir ces actifs-là. Donc on a d'un côté en fait un actif, l'ETF, qui est en pleine croissance, en plein essor. Il faut rappeler quand même l'essence de l'ETF et ce qui explique son succès, on pourrait le résumer en une phrase, c'est que 95% des gérants d'actifs sur du long terme, sur les marchés classiques, sont battus par le marché. Donc c'est simple, on peut passer ses journées, je fais beaucoup de stock picking sur notamment des titres US, et donc c'est 3-4 heures par jour consacrées à essayer de battre le marché, là où on peut avoir une approche simple, un investissement récurrent, régulier dans un ETF, et dans un grand nombre de cas, ça sera probablement plus performant. Donc ça c'est l'ETF, mais vous connaissez, et de l'autre côté les cryptos. Donc évidemment c'est tout l'inverse, c'est décentralisé, c'est extrêmement volatile par essence, mais là aussi ça s'est multiplié par 3 en termes d'usage en France. Il y a eu à peu près 1 500 000 nouveaux investisseurs depuis 2020. Et 54% d'entre eux, finalement, déclarent détenir des cryptoactifs. Donc ce qui veut dire que 50% à peu près des nouveaux investisseurs sont des crypto-holders.
C'est extrêmement intéressant. Donc c'est vraiment deux mouvements en parallèle qui ont cru dans une même période de temps. Et donc l'ETF Bitcoin aujourd'hui, il pose tous les problèmes qu'on a cités aujourd'hui. Donc si on résume, qu'est-ce qui explique son succès? En tout cas son succès pour le moment et puis son succès à venir, parce que je crois que depuis quelques jours, ça fait 8 jours de suite, je crois que les spots Bitcoin sont en décroissance. C'était une première depuis début janvier, mais en tout cas, qu'est-ce qui explique son succès? Premièrement, l'accessibilité. Donc là, c'est assez intéressant parce que, effectivement, pour moi, les cryptos sont probablement plus accessibles que n'importe quel autre actif, de par la simplicité des plateformes en ligne qu'on utilise, la mienne ou d'autres, mais évidemment, c'est extrêmement facile. Pour autant, l'accessibilité d'un ETF, elle est un peu plus importante, puisque vous pouvez aller voir votre banque traditionnelle et effectivement obtenir un accès. Donc, l'accessibilité. 2, la sécurité. Là aussi, tout est relatif. Il y a une question philosophique de souveraineté. En fait, finalement, on pourrait résumer la chose ainsi. Il y a une phrase dans Spider-Man qui dit « Avec des grands pouvoirs naissent des grandes responsabilités ». Pour les fans de Marvel, c'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute l'essence même du Bitcoin, c'est d'avoir le pouvoir de gérer soi-même de façon décentralisée l'activité de teneur de compte, finalement. Et effectivement, ça implique des responsabilités, ça implique de connaître ses codes, ça implique éventuellement d'avoir sa clé, etc. Et en gros, l'hypothèse qui prêche pour l'ETF Bitcoin, c'est que la majorité, en fait, donc pas les maximalistes par rapport à la question qui est posée, la majorité n'est pas capable d'avoir cette responsabilité. La majorité ne veut pas avoir cette responsabilité. La majorité veut savoir que finalement, on passe par tout un processus de décentralisation, mais pour revenir à un processus qui rassure. Et c'est ce qui peut expliquer le succès. Et donc c'est le deuxième point, la sécurité. Et la troisième question, le troisième point, qui n'a pas été évoqué, mais qui a été un peu glissé, c'est la fiscalité. La fiscalité, c'est extrêmement important. Donc, si on prend 2008, pour donner un ordre d'idée, il y avait 4 millions de PEA en France. Aujourd'hui, il y en a 6,5 millions. Donc, sur à peu près cette période durant laquelle le Bitcoin a explosé, 2008 à aujourd'hui, c'est 16 dernières années. Donc, dans ces 16 dernières années, on a à peu près 50% de croissance en nombre de PEA. Donc, nous, là, par exemple, chez Shares, on va introduire le PEA en fin d'année, donc c'est prévu pour septembre. Et on se rend compte que c'est vraiment une demande. Et c'est une demande qui vient notamment des nouveaux investisseurs. C'est-à-dire que les moins de 35 ans veulent du PEA parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Zéro impôt versus 30%, le calcul est vite fait. Et donc, le troisième intérêt qui pourrait prêcher en faveur effectivement de cet ETF Bitcoin, c'est de regarder dans quelle mesure cet ETF-là, si on peut le traiter comme un ETF synthétique, parce que vous savez que les produits américains ne peuvent pas être éligibles dans le PEA, donc c'est pour ça que les ETF synthétiques qui vont synthétiser des actifs américains le permettent. Si on peut le traiter de la même manière à terme, lorsqu'il sera notamment émis en Europe, s'il est éligible au PEA, là ça devient intéressant. Parce qu'on va pouvoir être exempté de plus-value pourvu que son ETF Bitcoin reste dans le PEA. Donc c'est assez intéressant parce que du coup on va transformer, moi je trouve aussi une logique extrêmement volatile, à part pour ces gens qui n'ont pas levé la main au début de discussion, mais donc qui sont plutôt sur de long terme dans leur vision de Bitcoin. Après, il faut regarder toutes les autres crypto-monnaies. On parle beaucoup du Bitcoin, mais en vrai, sur les autres crypto-monnaies, je pense que si je repose la question, vous êtes un petit peu plus joueur, et vous allez être un petit peu moins long terme. Et donc, ça va permettre de loger potentiellement un certain nombre d'actifs dans des enveloppes fiscales et qui sont avantageuses. Donc voilà, pas beaucoup de choses à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit, parce que c'était très complet et que la soirée est longue. Mais en tout cas, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment deux approches qui sont tout à fait différentes et qui finalement se rencontrent autour de cet ETF Bitcoin. Et à suivre, je crois qu'aujourd'hui, on a 4% de la totalité des Bitcoins déjà des mondiaux, enfin la masse détenue en ETF, donc ce qui est déjà beaucoup pour seulement 2 mois. Donc après, les calculs ont été dit tout à l'heure entre la quantité vendue, aussi les nouveaux Bitcoins émis chaque jour. Donc, en tout cas, c'est plutôt prometteur. Voilà, donc je pense que l'essentiel maintenant, c'est de passer aux quelques dernières questions et puis surtout de se retrouver autour d'un verre parce que les keynotes trop longues, c'est jamais plaisant. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre et sinon, on va pouvoir aller drinker ensemble. Allons-y. Voilà. Ouais. Ah peut-être. Ah. Des profils
on m'a dit de ne pas dévoiler mon stack. Mais je trouve ça bien. Et je trouve ça ultra intéressant de pouvoir suivre les répartitions de ces potes et tout. Je sais pas, j'utilise Stream parfois. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des API dessus pour nous les meilleurs potes, la meilleure performance en fait? Est-ce que c'est une feature que vous avez? Ouais. Alors, pour préciser, si tu me suis, ouais. On a accepté ensemble donc, la démarche, donc tu m'as demandé en contact et j'ai accepté ta requête. Tu ne vas jamais voir les montants investis. Parce qu'on pense que ce n'est pas important de savoir, c'est une indication importante, mais ce n'est pas crucial de savoir qu'un tel il a 5 000, un tel il a 100 000, un tel il a 50 000. Ce qui est important, c'est de connaître effectivement, tu l'as dit, l'allocation. Donc ça tu l'as, donc tu as la répartition de mon portefeuille, crypto et non crypto, donc tu as l'ensemble, on a 70 cryptos sur la plateforme, on a 250 ETF et 5000 actions, donc c'est pas mal de choses, et une centaine de fonds. Donc tu vas pouvoir voir en tout cas la répartition, voir les allocs, et puis tu vas savoir surtout quand je rentre, quand je sors. Et tu vas voir mes perfs historiques, donc passés, mais aussi en temps réel, et tu peux activer des alertes et des notifications à chaque fois que je poste, à chaque fois que je fais une transaction. Donc typiquement là, j'ai fait 2 transactions en début de soirée, tu peux recevoir une notification, Benjamin Chemla vient de vendre ses actions Tesla. Ça, je trouve ça ultra intéressant, et je trouve que la plus-value qui est encore plus ouf, c'est si tu suis quelqu'un et avoir la même allocation que lui. Si tu connais sa théorie avec une API, un truc comme ça. En bref, en tout cas, alors, ça vraiment pouvoir partager. C'est ce que tu appelles, ce que tu dis, c'est du copy trading. Et alors en fait, moi, conceptuellement, j'ai un problème avec le copy trading. Je vais expliquer très schématiquement. Il y a des plateformes qui le font très bien. Pas de problème d'en citer une qui s'appelle eToro par exemple, mais c'est pas la seule. Le problème du copy trading, c'est que c'est une logique de miroir. Le miroir, c'est bien, sauf qu'il faut savoir à quel moment et pourquoi il est entré dans tel ou tel actif. Et en réalité, aujourd'hui, par exemple, il y a des actifs que je continue de conserver parce que je les ai achetés je sais pas, il y a 3 mois, 4 mois, il y a 1 an, et que je pense qu'il y a encore du potentiel, mais il n'est pas forcément pertinent pour toi d'arriver de zéro aujourd'hui et de répercuter à 100% mon alloc en miroir. Et c'est ça le copy trading. Et donc c'est la raison pour laquelle sur les plateformes qui poussent beaucoup le copy trading, s'ajoutant le fait qu'en plus ils proposent des CFD, mais ça c'est un autre point, vous verrez, il y a écrit que 90% des users perdent leur argent. Et c'est le principal problème, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait ils viennent investir en miroir à des mouvements. Donc, par opposition, nous, ce qu'on fait chez Shares, c'est on va te notifier à chaque fois que les personnes que tu suis font une transaction. Donc effectivement, ça nécessite un peu plus de travail, mais c'est que tu vas juste voir quelqu'un dont tu aimes la logique d'investissement, tu vas voir ses mouvements et tu vas prendre ta décision en totale indépendance de tiens, je vais faire la même transaction qu'un tel parce que je le suis depuis un certain nombre de temps, je vois son track et je vais construire mon portefeuille progressivement en suivant lui et d'autres. Donc tu peux en avoir plusieurs. Voilà. Il y a d'autres questions? Bon, bah, merci beaucoup. Et ben, au plaisir. Ouais. Merci à tous les intervenants.